la pulvérisation démocratique ou les clivages façon puzzle d'Éric Thiers. Et c'est parti pour la lecture de cet article de 2021 paru dans la revue Pouvoir. Comme à chaque fois, je surligne ce qui me semble intéressant et je le lis avec vous. Ce qui n'est pas surligné, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est que, bon voilà, vraiment, moi je ne peux pas tout lire, sinon ça deviendrait vraiment rébarbatif. Mais je vous conseille d'acquérir l'article et de le lire tranquillement au complet chez vous si l'objet vous intéresse. Alors, on va parler, le thème, l'objet vraiment de l'article, c'est les clivages. Je vous en ai parlé, on définira plus tard ce que c'est. Et en fait, il y a deux grands auteurs qui ont travaillé sur cette question des clivages. Dès que vous ouvrez un bouquin de sciences politiques et que vous cherchez le mot clivage, vous retrouvez Lipset et Roccan, qui en 1967 travaillent profondément sur ce concept de clivage. Les contributions qui précèdent rappellent comment cette matrice intellectuelle a participé puissamment à la compréhension de l'organisation de nos systèmes partisans. Et moi, j'ai fait mes études dans les années 2000 et en effet, cette question des clivages était vraiment centrale dès qu'on faisait de l'analyse de partis politiques et de politique au sens premier du terme, j'ai envie de dire. Elle a pu aussi avoir un effet performatif. Alors, un effet performatif, c'est de créer quelque chose finalement. Ce n'est pas seulement de rester une élucubration intellectuelle, mais c'est aussi d'avoir un effet sur le réel. Elle a installé l'idée que ces formations étaient solidement établies dans nos systèmes politiques. Donc les partis, on parle des partis politiques ici. À partir de là, sans doute n'a-t-on pas été assez attentif aux dérèglements profonds qui ont affecté nos démocraties. Et on comprend directement ici la problématique qui va se mettre en place, c'est qu'on a une théorie qui est hégémonique dans la science politique et dans la compréhension des partis politiques, et que finalement, on ne se rend pas compte que peut-être que cette théorie était située historiquement, et que les évolutions postérieures ont rendu certains aspects de cette théorie obsolètes. Je pense qu'en disant ça, je ne déforme pas le travail d'Éric Thiers. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il voulait aller. Il est un moyen permettant de se distinguer de l'adversaire et d'organiser symboliquement la compétition démocratique pour accéder au pouvoir. On parle bien sûr du clivage. Et souvent, quand on aborde en premier la politique, alors moi je le fais régulièrement avec des élèves de secondaire, eh bien, la première question qui jaillit, c'est mais la gauche et la droite, c'est quoi exactement? Et tout de suite dans la foulée, il y a un mini débat qui se fait ou un petit tumulte comme ça qui se fait dans la classe et chacun se positionne directement par rapport à ses clivages. Ou si en classe, je balance le nom d'un dirigeant politique ou d'un parti, ils vont directement se positionner pour ou contre ce personnage ou ce parti. Et donc on voit que même en n'ayant pas une connaissance approfondie, puisqu'on ne sait parfois même pas définir soi-même le clivage gauche-droite, on va faire référence à ce clivage et à d'autres clivages pour se situer politiquement. Donc c'est tout à fait intéressant parce que le clivage gauche-droite, évidemment, c'est quelque chose qui en sciences politiques est fortement débattu. Certainement qu'il n'y a pas d'unanimité sur la définition de ce clivage gauche-droite, mais tout le monde en parle. Et je retrouve bien ici, voilà, il est un moyen permettant de se distinguer de l'adversaire et d'organiser symboliquement la compétition démocratique pour accéder au pouvoir. Cet après-midi, pour préparer les différentes émissions politiques qu'on a ensemble, j'ai regardé en vitesse quelques minutes du meeting de Éric Zemmour, et il a vraiment clivé énormément, droite contre gauche, en essayant de rassembler la droite, et on voit que son but ici est d'essayer de cliver. Et donc, ce concept, indépendamment de ce qu'on a dit précédemment, ce concept reste tout à fait pertinent à certains égards, parce qu'en tout cas, il est utilisé par les politiques. Et ici, dans l'article, on nous parle de Nicolas Sarkozy ou de Eric Woerth, qui maintenant est passé chez Macron, mais qui était un ministre de Sarko. Et il nous donne un exemple que voilà, ils ont sévèrement clivé justement pour à des fins électorales, quoi. Et c'est vrai que si vous ne clivez pas, ben, on a l'impression que politiquement, ça ne marche pas forcément. En satisfaisant sa base électorale et en radicalisant parfois son discours, le président a parallèlement pour objectif de cliver, d'affirmer
des différences politiques irréductibles afin de mettre mal à l'aise l'opposition et de toucher les franges populaires ou insécures de l'électorat, au risque d'ailleurs de se priver de l'électorat modéré. C'est évidemment un jeu dangereux parfois de cliver, parce que si tu clives de trop, si tu vas trop dans la caricature, eh bien, l'électorat modéré, comme il est dit ici, eh bien, il va t'échapper. C'est exactement ce qui s'est passé avec la campagne de Valérie Pécresse, qui a fait une campagne très à droite et qui finalement s'est coupé de son électorat centriste qui a été dans les bras de Macron. Sur la base de cet exemple, on constate ainsi que l'observe également de Maillard et Surel, que le clivage comme instrument de mobilisation politique n'interdit pas de rechercher parallèlement ce que l'on a pu appeler l'ouverture, et qui se manifeste d'ordinaire par l'attraction à soi de quelques personnalités d'opposition. Hein, c'est ce que Sarkozy avait fait en essayant d'aller chercher des ministres ou des soutiens à gauche. On peut aussi penser évidemment à Macron qui va chercher à gauche et à droite des hommes politiques ou des femmes politiques. D'ailleurs, parlons-en d'Emmanuel Macron, et l'auteur nous en parle. L'élection d'Emmanuel Macron et la mise en avant du fameux « en même temps », hein, vous savez qu'Emmanuel Macron, c'est en même temps de gauche et en même temps de droite, ont suscité toute une littérature et un débat sur la disparition du clivage gauche-droite, ou droite-gauche. Est-ce que finalement, ce clivage, qui est le méga clivage, ou on pourrait dire méga n'est pas le mot, c'est le métaclivage. Je dirais que le clivage gauche-droite est le métaclivage politique qui vient recouvrir l'ensemble des autres clivages. Encore une fois, si ce que je vous dis ici vous semble obscur, retournez sur cette vidéo, politique gauche-droite, hein, comprendre ce que veut dire droite et gauche en politique, et vous aurez vraiment les réponses à vos questions. Alors j'ai été inondé de certains commentaires, je trouve un peu, alors pas de mauvaise foi, mais plein d'incompréhension par rapport à mon travail. Je me suis vraiment basé sur des travaux politiques pour essayer de synthétiser ce clivage gauche-droite à partir de différents clivages. Parce que ceux qui vous disent que la gauche et la droite, il y a une essence derrière, hein, qui essentialise finalement cette gauche et cette droite, eh bien ils se mettent le doigt dans l'œil et ils se l'enfoncent jusqu'au coude. Parce que le clivage gauche-droite, il est très, comment dire, relatif. Il est très situé dans l'espace et dans le temps. Vous ne serez pas à droite de la même façon si vous êtes aux États-Unis que si vous êtes en France ou en Belgique. Et donc, la gauche et la droite, finalement, pour moi, c'est vraiment ce métaclivage qui vient recouvrir d'autres clivages. Mais vous irez voir la vidéo si ça vous intéresse. Alors je rappelle qu'aujourd'hui, on résume un article de sciences sociales, plutôt de sciences politiques, et aujourd'hui on s'intéresse au clivage. Est-ce que les clivages sont encore d'actualité, et notamment ce clivage gauche-droite, ou droite-gauche? Cette fracture unit car elle est un facteur d'intégration politique des citoyens qui se retrouvent dans ce clivage. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Même si on dénonce le clivage droite-gauche et les autres clivages, hein, ça peut être des clivages éthiques, des clivages socio-économiques, des clivages centre-périphérie, des clivages linguistiques, eh bien on va quand même utiliser ces clivages parce que en fait ça nous permet vraiment de construire notre identité politique. Et vous voyez, cette intégration politique des citoyens est vraiment quelque chose d'essentiel dans ce concept des clivages. Il est autant un élément structurant qu'un élément structuré, j'ai envie de dire. Mais là, je fais un peu trop mon Bourdieu à 2 balles. L'émergence des forces écologistes et le retour de l'extrême droite, modifiant le paysage partisan dans la plupart des démocraties à compter des années 1970, ont conduit à se demander comment réinterpréter le modèle de Lipset et Rocane. Oui, parce que le clivage précédent, on avait des partis de gauche, on avait des partis de droite, hein, le RPR à l'époque, qui est opposé au PS en France, ou le PRL en Belgique, qui était aussi opposé au PS. Là, on avait un clivage socio-économique très très clair. Et puis, on avait parfois certains partis de la démocratie chrétienne, hein, l'UDF, ou à l'époque le PSC, qui est devenu le CDH, maintenant les engagés en Belgique. Et donc, on avait un modèle qui était relativement clair, mais sur ça vient se greffer la question des partis écologistes et des partis d'extrême droite. Et j'ai envie de dire encore plus en Belgique avec les partis nationalistes.
comment est-ce que ça vient jouer? Est-ce que cette théorie de Lipset et Roccan est dépassée à partir de ces années 70 où ces nouveaux partis émergent finalement? Et on nous rappelle que le modèle de Lipset et Roccan, il est basé sur une approche très historiciste, très historique de la construction des clivages, où on nous dit qu'il y a eu différentes révolutions, d'abord une révolution nationale, une révolution industrielle, qui ont construit ces différents clivages traditionnels, mais qu'aujourd'hui, l'auteur nous propose qu'il y a une révolution anthropologique qui vient exploser, véritablement désintégrer ces clivages et atomiser les identités politiques. Voilà, ça c'est vraiment l'hypothèse de cet article qu'il nous présente ici assez rapidement. J'espère que j'ai bien fait comprendre l'articulation qu'il y avait avec la théorie de Lipset et Roccan. Alors, en réalité, nous assistons, nous dit Éric Thiers, à une pulvérisation démocratique. Donc, il faut bien comprendre, la pulvérisation, c'est vraiment l'explosion, mais en vraiment des très fines particules. Cette notion que nous souhaiterions distinguer des fragmentations. Et si je comprends bien l'article, la fragmentation, c'est vraiment d'avoir des gros morceaux, tandis que la pulvérisation, ça veut dire qu'il vous reste quasi plus rien, quoi. C'est de la matière, mais vraiment décomposée en très très fines parties. Si communément évoqué, renvoie à deux réalités. 1. La réduction en poudre de la société, avec une atomisation des acteurs autour de l'idée que nous avions développée naguère, l'émergence de l'ego démocrate. Donc on est sur un phénomène politique où c'est de plus en plus difficile de réfléchir en termes collectifs et chacun va réagir ou va se comporter à titre individuel. Alors qu'avant on avait des consciences de classe qui permettaient finalement la constitution de gros blocs sur base des clivages qui traversaient la société. Alors, Éric Thiers nous dit aussi, il y a la projection en fines particules des idées dans ce qui ne constitue plus un débat structuré démocratique, mais une suite ininterrompue de clashs, de punchlines et autres tweets sans cohérence, ni possibilité de les organiser pour composer les éléments d'une délibération collective. Et je vais directement mettre un pavé, enfin lancer un pavé dans la mare ici. De un, j'apprécie énormément le côté très littéraire ou le choix des mots très imagés, les métaphores qui sont utilisés par Éric Thiers. Mais est-ce que ici on est vraiment sur quelque chose qui ressemble à de la science sociale? Parce que moi, ce qui me semble manquer dans l'exercice qui est fait ici, c'est un travail empirique. Parce que vous allez me dire, oui, mais plus tard, il va vérifier cette hypothèse par rapport à des données tirées du réel. Eh bien, pas du tout. Et je me demande dans quelle mesure, alors peut-être qu'il y a des travaux connexes, mais comme il n'y a pas non plus de bibliographie à la fin, c'est assez compliqué. Alors vous voyez qu'on est déjà face à certains éléments qui résistent quand même à notre jugement. Ben on ne sait pas dire finalement s'il ne transmet pas ici des représentations personnelles, j'ai envie de dire. Voilà, parce que est-ce qu'à l'époque, est-ce qu'en 1980, est-ce que la politique était autre chose qu'une suite ininterrompue de clash, de punchline et autres tweets sans cohérence? Évidemment, il n'y avait pas les tweets sans cohérence, mais quand on voit les petites phrases qui sont données lors des débats, bah voilà, c'est des questions qu'on peut se poser, quoi. Moi, j'ai vraiment eu je vais pas dire un malaise, je veux pas aller jusque-là, mais voilà, j'ai pas été convaincu par ce côté de l'article. Mais attention, j'ai pas dit que l'article était inintéressant. À mon sens, ce qui est très intéressant dans l'article, c'est la problématique qu'il pose. Est-ce que les clivages sont toujours actuels, en fait? C'est cette question-là qui est intéressante, à mon avis, à traiter. Il y a quelques éléments quand même, hein, on va voir ça. Alors, il y a aussi la violence qui est la forme que prend souvent cette pulvérisation démocratique. Alors, on peut faire aussi référence à ce qu'a dit Zemmour ou ce que la foule dans le meeting de Zemmour d'aujourd'hui a scandé, Macron est un assassin ou quelque chose comme ça. Donc évidemment, il y a beaucoup de violence dans la politique. Et la destruction qui est sa conséquence, destruction des conditions du débat, des organisations censées animer la vie politique et peut-être la possibilité de vivre ensemble. Moi, je trouve que l'auteur va très loin, que l'auteur embrasse de nombreuses idées, des idées très générales qui me semblent difficilement vérifiables. Et personnellement, voilà, moi je mets une réserve sur cet article.
par tout ça, parce qu'après, voilà, vous verrez que c'est pas forcément étayé sur des données empiriques. Sur cette base, nous émettons l'hypothèse que la pulvérisation démocratique peut conduire à l'inanité de la notion même de clivage. Et cette hypothèse me semble infalsifiable dans le sens où elle utilise un peu. Elle peut conduire. Ça pourrait. Ouais, mais ça pourrait pas. Alors que normalement, une hypothèse doit être falsifiable et ça veut dire qu'elle peut être réfutée. Tandis qu'ici, sa formulation même nous empêche de la réfuter parce que c'est peut conduire ou pas. Et vous voyez, c'est ce petit mot qui va faire qu'on peut se demander si on peut apporter une réponse totalement négative à cette hypothèse, enfin une réfutation à cette hypothèse. Autrement dit, elle rendrait obsolète tout projet de structuration de la vie politique sur le fondement des distinctions collectives. Et donc ici, il revient sur la théorie de Lipset et Roccan qui, je vous le disais, se basait en fait sur des révolutions qui ont elles-mêmes instauré différents clivages. Il y a la révolution nationale, la révolution industrielle, donc la révolution nationale, c'est les guerres de religion, avec la réforme, la contre-réforme au XVIe, XVIIe siècle, donc vous voyez, ça remonte. L'affirmation de l'État-nation, avec en ouverture la révolution de 1789, pardon, et toutes les révolutions européennes qui ont pu suivre, évidemment, et la révolution industrielle au XIXe siècle avec la révolution russe de 1917, qui ont chacune cristallisé deux types de conflits, l'un territorial culturel et l'autre fonctionnel. Alors on va expliquer ce que c'est. Tout d'abord, la révolution nationale a conduit à l'émergence d'un clivage territorial culturel fondé sur l'opposition entre le centre et la périphérie, autrement dit les villes et les campagnes, pour le dire simplement. Et un clivage fonctionnel reposant sur l'opposition entre laïque et clérical. La révolution industrielle a eu, quant à elle, pour conséquence la construction d'un clivage territorial culturel entre les intérêts agraires et ceux de la classe montante des entrepreneurs industriels. Donc, agriculture contre industrie. Et d'un clivage fonctionnel entre les possédants et ceux qui ne le sont pas. Dans les pays démocratiques, les partis se sont ainsi formés au cours des 19e et 20e siècles selon ces clivages, en regroupant des citoyens qui, forts d'une identité sociale affirmée, se retrouvaient dans ces formations qui donnaient une traduction politique à leurs revendications et à leur vision du monde. Et on voit ici qu'en fait le clivage est à deux échelles. À une échelle sociale ou sociétale, où on va avoir des oppositions entre différentes catégories de population, mais ce clivage social est recouvert par un clivage politique qui va venir structurer et donner une visibilité politique et permettre une lutte pour le pouvoir par ces différentes répartitions, et donc c'est par ces différents clivages. Pardon. Mais au fond, qu'est-ce qu'un clivage? Lipset et Roccan n'en donnent pas de définition précise, et ils nous laissent un petit peu le bec dans l'eau. Résulte de l'opposition durable d'intérêts entre deux segments de la population. Voilà ce que serait le clivage. Ou de manière plus développée, qu'il est une division profonde sur un enjeu majeur, fondé sur un sentiment de déséquilibre ou de domination qui conduit des groupes et ensuite des partis à s'organiser pour réduire ce déséquilibre, ce qui engendre des tensions persistantes avec la partie de la société qui se voit ainsi contestée. En fait, en Belgique, par exemple, on a trois grands clivages. Il y a le clivage flamand-wallon, le clivage linguistique. Il y a le clivage religion-laïque, qu'on a vu ici plus haut. Et puis, il y a le clivage socio-économique, possédant contre travailleurs, tout simplement, quoi. Alors aujourd'hui, les clivages qu'on pourrait retrouver, c'est le grand clivage dont on parle, c'est les élites contre la population, puisque c'est un clivage qui est souvent réactivé par les populistes, ou gagnant de la mondialisation contre perdant de la mondialisation. Ça, c'est des clivages plus modernes dont on parle assez souvent. Permettez-moi. Autrement dit, le clivage, c'est un conflit installé profondément dans une société qui se traduit dans la vie politique par une ou plusieurs structures partisanes, des comportements électoraux et des oppositions idéologiques exprimées dans l'espace public. Voilà, alors on parle beaucoup de l'Ukraine, bien un clivage qui était très présent en Ukraine, alors après maintenant ça a beaucoup changé
avec tout ce qui s'est passé depuis 2014, ben, c'était le clivage entre pro-européens et pro-russes, par exemple. Donc comment dire, chaque État ou chaque société, je pourrais plutôt le dire comme ça, a ses propres clivages, évidemment, en fonction de son histoire et de sa construction nationale. Daniel Louis Seller évoque 3 éléments qui permettent de mieux en comprendre les ressorts. Une division observable permettant de distinguer les acteurs sur le fondement de critères objectifs comme la classe sociale, la religion, l'ethnie. La prise de conscience par les acteurs de cette division qui y trouvent une motivation pour passer à l'action. Une traduction en termes d'organisation. Stefano Bartolini nous dit des orientations selon des intérêts ancrés dans la structure sociale, des orientations culturelles idéologiques enracinées dans le système normatif et des modèles de comportement exprimés dans l'appartenance à une organisation et repérables dans l'action. Le clivage est une structure qui trouve donc à s'exprimer sous plusieurs formes. Ce sont ces formes qui lui permettent de passer d'un état potentiel à un état réel. Et j'ai envie même de dire que certains clivages sont très actifs à certains moments et vont retomber dans cette potentialité à d'autres moments, donc vont tout doucement s'assoupir. Ça peut être chez nous, en tout cas en Belgique, le clivage laïque religieux qui n'est pas toujours pertinent, quoi, hein, enfin laïque catholique, qui n'est pas toujours pertinent, mais il suffit qu'il y ait une décision, par exemple, par rapport à l'école, pour que ce clivage soit réactivé. De même, le clivage linguistique n'est pas toujours actif, mais à certains moments, on sent des moments de tension ou de crise où le clivage se réactive et où la population, finalement, se polarise. Comment les clivages se forment-ils? Selon Vincent de Corbiter, Jean de Munk et Dave Sinardet, qui sont des chercheurs belges, la constitution d'un clivage s'opère selon un processus en 3 temps rigoureusement ordonnés. Le premier temps est celui de la prise de conscience, dans une partie de la société, d'un déséquilibre, d'une menace ou d'une injustice majeure ou ressentie comme telle, portant sur un enjeu de grande importance qui touche concrètement la vie des personnes. Le deuxième temps est celui de l'auto-organisation des citoyens décidés à réagir contre ce déséquilibre et qui se regroupent au niveau de la société civile pour réclamer des réformes permettant un rééquilibrage. Le troisième temps est celui de la création d'un ou de plusieurs partis politiques à l'initiative de cette société civile organisée qui cherche par cette création à participer directement à la décision politique pour se donner plus de chances d'obtenir les réformes escomptées. Un très bel exemple va être la constitution des partis écologistes, avec d'abord le constat dans les années 70 de certains enjeux environnementaux ou de certaines questions environnementales qui ne trouvent pas de réponse. Il y aura des mouvements, des organisations qui vont se mettre en place, hein, comme par exemple, je pense, les Amis de la Terre ou Greenpeace, avec certaines actions. Et puis, on va se rendre compte peut-être que ce n'est pas suffisant, et donc là, il y a la construction, la structuration de partis politiques qui vont défendre ces intérêts-là. Les Gilets jaunes est un contre-exemple, puisqu'on a bien les étapes 1 et 2, mais on n'a pas la troisième étape. Les Gilets jaunes ont toujours décapité toute tentative de structurer un parti politique sur base de cette lutte et de ce combat-là. Donc c'est un modèle qui est aussi intéressant. Moi j'aime bien les petits modèles comme ça parce que ça permet vraiment aux élèves qui débutent en sciences sociales de les appliquer de manière très, très simple, puisqu'en fait il n'y a pas 36 000 éléments à mobiliser ou à comprendre. Alors revenons sur Lipset et Roccan, pose l'hypothèse d'une grande inertie de ces clivages, ou en tout cas de leur traduction partisane. Donc ce que ça veut dire, c'est que tout ça est très difficile à changer, ces clivages. Une fois que c'est installé, c'est vraiment comme si c'était fait vraiment avec du plomb, hein, des poids qui vont vraiment ancrer ces clivages et empêcher qu'on puisse les changer, les modifier, les bouger. C'est ça que ça veut dire, hein, inertie. C'est une belle image. Hein. De Corbiter l'a traduit ainsi. Les parties nées dans le cadre d'un clivage bénéficient d'une longue durée de vie. A priori, proche de celle du clivage qui leur a donné naissance. Il faut que ce clivage se dénoue pour que certains partis
perdent éventuellement leur raison d'être. Ben voilà, par exemple, les partis politiques écologistes, ben ils sont toujours là, ils n'ont pas disparu, parce qu'ils se basaient sur un clivage. Par contre, dans certains pays, il y a eu l'émergence de partis pirates. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, notamment dans certains pays scandinaves. Bien, les partis pirates ont disparu du champ politique. Ou certains partis qui sont vraiment liés à une personne peuvent disparaître du champ politique, sauf si on trouve vraiment une correspondance entre ce parti politique et un clivage dans la société. Là, ça devient vraiment quelque chose de solide et de durable. Donc, si vous voulez créer un parti politique, essayez d'abord de détecter les clivages dans la société pour pouvoir le fonder. Donc là, on était sur la première période, le gel. Alors, vous voyez, Éric Thiers, ici, a vraiment toujours de bons mots pour proposer son travail. C'est très séduisant sur la forme. C'est très plaisant à lire. Cette hypothèse a été presque aussitôt discutée et la question s'est posée de l'évolution ou de la possibilité d'évolution de ces clivages. Car ce présupposé du gel est problématique. Si des clivages anciens demeurent et continuent à structurer la vie politique contemporaine par un effet d'hystérésis, ne risque-t-on pas d'observer un décalage entre des cadres politiques, partis ou idéologies fortement ancrés dans ces structures et de nouvelles identités et aspirations qui ne relèvent pas de ces clivages? Donc finalement, est-ce qu'on n'aura pas un décalage, puisque ces clivages-là sont bétonnés avec les partis qui les chapeautent? Si il y a des nouvelles évolutions, eh bien finalement ça va rester bétonné et donc c'est pas très logique, quoi. Il y a un problème peut-être théorique. Alors ici, vous voyez, c'est hystérésis, c'est un mot qui veut dire que l'effet continue même si la cause a disparu. Par exemple, vous faites une pincette et vous arrêtez de vous pincer, ben vous continuez à avoir mal après la pincette, après avoir cessé de vous pincer, et donc là il y a un hystérésis, c'est ça. Un hystérésis. La pertinence de ces questions est particulièrement avérée pour ce qui concerne les partis politiques, qui ont au moins une double fonction, la présentation des candidats aux élections et l'animation du débat politique. Or, si les partis naissent des clivages, ils contribuent naturellement à les maintenir opérationnels, donc ils vont les entretenir. Voilà, le parti nationaliste flamand va tout faire pour alimenter cette opposition entre flamands et wallons, par exemple. Ou un parti nationaliste français va tout faire pour continuer à alimenter ce clivage entre nationaux ou patriotes, c'est le mot qu'ils utilisent actuellement, et les étrangers. Donc on va à chaque fois revenir avec de nouvelles images, de nouveaux exemples, de nouveaux termes, de nouvelles idées pour que ce clivage reste actif, puisque leur survie dépend de ce clivage. Un petit peu comme si vous dépendiez de votre potager, eh bien vous allez l'entretenir évidemment. Eh bien ici c'est la même chose. Ils entretiennent leur potager clivant. Or, si les partis naissent des clivages, ils contribuent naturellement à les maintenir opérationnels. La question est donc de déterminer jusqu'où ils sont en mesure de les maintenir, en dépit d'un certain décalage avec la réalité sociale, où se trouve alors le point de rupture. L'arrivée dans le paysage partisan et électoral des écologistes et de l'extrême droite n'a pas manqué, comme nous l'avons évoqué, de susciter de nombreuses réévaluations des clivages proposés par Lipset et Roccan. On parle notamment d'une révolution silencieuse, ou des générations en rupture avec le matérialisme, le fait d'avoir beaucoup d'objets et de tout considérer par rapport aux biens matériels, qui avait prévalu jusqu'alors. L'augmentation du niveau de prospérité, la question de la qualité de vie, de l'épanouissement personnel, aurait entraîné une évolution générale vers des valeurs postmodernes rendant moins opérants les clivages traditionnels. À partir de cette hypothèse, plusieurs travaux ont établi un lien entre la révolution post-matérialiste et l'émergence des partis écologistes en Europe. Le retour en force de l'extrême droite dans le paysage politique a conduit au même type de réflexion autour par exemple de l'idée d'une contre-révolution silencieuse, pour reprendre les termes de Piero Ignazi, et de la montée en puissance d'une opposition entre les identitaires et les cosmopolites. Donc voilà, vous voyez qu'on peut continuer à construire sur cette théorie de Lipset et Roccan en disant, tout simplement, il y a eu d'autres révolutions qui sont passées sous les radars
et qui ont elles-mêmes permis l'émergence de nouveaux partis qui ont une existence durable dans le paysage politique, les partis écologistes et les partis d'extrême droite. Ou nationalistes, ou j'ai même envie de dire, mais ce n'est qu'une interprétation personnelle, patriotes. En partant, ou souverainistes, hein, je veux dire. En partant de l'hypothèse puissante de Lipset et Roccan, on s'est efforcé de déterminer quelle nouvelle révolution suffisamment significative avait pu, à l'instar des révolutions nationales et industrielles, mener à une recombinaison des clivages historiques. En effet, si l'on reste fidèle à ce modèle, un clivage ne peut émerger sans révolution, alors que toute nouvelle division politique, aussi spectaculaire soit-elle, ne saurait être qualifiée de clivage au sens propre du terme. Daniel Louis Seller a bien montré que l'usage de ce terme pouvait être abusif et contribuer à en faire perdre le sens initial. Pascal Delfosse a noté que nous disposions pas du recul nécessaire. Ben oui, parce que Lipset et Roccan, ils analysent, tu vois, ils remontent jusqu'au XVIe siècle. Donc ils font une approche très très historique. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas encore le recul suffisant pour dire, ah tiens, oui, là, en effet, on est face à une révolution sociale, technologique, économique. Donc ça, c'est un peu le problème d'aujourd'hui par rapport à cette théorie qui s'est basée sur vraiment des temps longs. Et nous sommes dans le temps court. Alors on peut parler bien sûr de la révolution de la mondialisation, par exemple, avec l'apparition des formations politiques souverainistes. Donc tout à l'heure, ce que je disais, c'était un peu une bêtise. Je me suis un peu avancé par rapport à ce qu'ils disent ici. N'est-ce pas la réactivation de clivages solidement implantés et qui retrouvent une vigueur nouvelle sous l'effet d'une mondialisation qui rejoue la question de l'ouverture et de la fermeture des sociétés, et ce, sur plusieurs plans économiques ou culturels. Troisième temps, hein, après le gel et le dégel, la débâcle. On émettra ici l'hypothèse que la révolution qui a eu lieu et qui est encore à l'œuvre n'est pas de nature politique, même si elle a des conséquences politiques dont il est question ici, mais anthropologiques. En substance, là où Lipset et Roccan formaient l'hypothèse d'un gel des structures partisanes fondées sur de solides clivages, hein, du fait de leur inertie, et d'autres évoquaient un possible dégel, n'insistons pas à une véritable débâcle qui emporte tout sur son passage. Ce phénomène n'est-il pas le fruit de la pulvérisation démocratique? Constater la fragmentation politique est aujourd'hui un lieu commun. Elle se caractérise entre autres par la dispersion et la volatilité des voix. Les fidélités à tel ou tel camp s'étiolent, donc elles disparaissent. Les citoyens papillonnent, donc ils vont d'un parti à l'autre, et se posent de plus en plus rarement. L'abstention naît du rejet des forces politiques en compétition, d'un manque de confiance dans les institutions, et plus gravement encore, d'une fatigue démocratique relevant d'un aquabonisme de plus en plus partagé. Hein, les gens ne vont plus voter en se disant bah, « à quoi bon, de toute façon c'est toujours la même chose » et tout ça. Donc on est sur un temps qui est radicalement différent de celui où on allait voter comme nos parents avaient voté par rapport à une identité de classe ou une conscience de classe, par exemple. Ou ça peut être aussi un attachement à un clivage, par exemple, catholique-laïque. La pulvérisation est démocratique au sens où elle se fonde sur une conception très horizontale et même bassiste de l'action politique, dans laquelle l'autorité verticale est rejetée, et plus encore la prise en considération de chaque voix individuelle est vue comme la condition même de l'acceptation de la vie en commun, ce qui conduit à une aporie. Une aporie, c'est un problème théorique ou, comment dire, un paradoxe théorique. Le nombre de partis est considérable, mais aussi du fait d'une incapacité à se fédérer. Donc on a de plus en plus cette fragmentation de l'espace politique où il y a plein de petits partis qui apparaissent, où Valérie Pécresse va fonder son mouvement partant des Républicains, où Édouard Philippe va fonder son mouvement, et ainsi de suite. L'augmentation du nombre de groupes parlementaires à l'Assemblée nationale peut être aussi un indicateur. Il faut savoir qu'à l'Assemblée nationale, tu n'as pas forcément le découpage en partis politiques, parce que l'objectif, c'est d'avoir un certain nombre de députés dans ton groupe pour avoir du temps de parole.
Et donc parfois on a des partis qui s'associent, et parfois on a des partis suffisamment gros que pour avoir des tendances, et donc on a une partie, une frange d'un parti qui va former son propre groupe. Les députés supportent de plus en plus mal la discipline des grands groupes qui oblige à en rabattre sur ses propres convictions. Et donc on arrive à ce concept d'égo-démocrate et de go-démocratie. En démocratie, il faut pourtant savoir transiger et accepter de subir une loi qu'on tient pour légitime en raison même de l'autorité symbolique qui s'attache à elle, de la légitimité des institutions qui la produisent, de la rationalité et de l'ouverture du processus qui en permet l'adoption. Oui, en effet, hein, quand tu remontes sur les grands penseurs de la philosophie politique, comme par exemple Hobbes, il nous dit dans le Léviathan que on va tous s'associer, on va laisser une partie de notre liberté pour s'associer au sein d'un contrat social. Hein, il y a toute cette comment dire, ce courant de la philosophie politique du contrat social, hein, qui nous dit, ben voilà, on va s'associer ensemble par ce contrat social pour avoir une protection. Et donc, finalement, la loi, eh bien, c'est ce qui ressort de ce contrat social. Il faut accepter la loi et il faut accepter les règles du jeu, même si la loi t'est opposée, parce que c'est ce qui te permet un vivre ensemble. Moi, je trouve que là, mais ce n'est qu'un avis, on touche quelque chose d'essentiel dans cette thème. Mais là, je sors un peu du cadre de l'article. C'est que maintenant, plus personne n'accepte la loi. D'ailleurs, parfois, on voit passer sur les réseaux sociaux, est-il temps de désobéir? Ce genre de titre m'énerve profondément, étant donné que je trouve plutôt que c'est la difficulté à obéir aujourd'hui qui est problématique. Bonjour XX, agent secret. Je t'appellerai agent secret alors. Bienvenue sur ce stream. Tu as un M2 en sciences politiques, c'est bien. J'ai des sujets de conversation, j'ai un capital culturel. Mais pour ce qui est de trouver un taf, oui, bah, je suis bien d'accord avec toi. Ah, bonjour Ploppy, je n'avais pas vu que tu étais là. Désolé. Tu vas bien? Oui, non, mais c'est sûr, hein, attention, hein, ici c'est une chaîne de sciences sociales et de sciences politiques. Moi, j'ai jamais dit qu'il fallait faire des sciences sociales et des sciences politiques. Moi, j'ai une licence, à l'époque ça s'appelait une licence en sciences politiques, bah aussi j'ai galéré beaucoup. J'ai travaillé dans la grande distribution, j'ai travaillé comme délégué commercial, et puis maintenant je suis dans l'enseignement. Donc en effet, ici, c'est pas en termes de débouchés qu'on travaille, hein, c'est vraiment pour se cultiver, pour aider en tout cas ceux qui sont dans ce système-là, quoi. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Moi, j'ai des élèves qui viennent me voir en disant, ah tiens, je veux faire des sciences sociales. Hein, parce qu'il n'y a pas que sciences politiques, hein. Je pense que sociaux, anthropo, c'est le même combat. Mais je leur dis, attention, il n'y a aucun débouché, quoi. C'est sûr. À moins que tu aies, puisque tu as parlé de capital culturel, à moins que tu aies du capital social, à mon avis, si tu as du capital social, tu peux accéder à certains postes, à certaines choses plus facilement, peut-être. En tout cas, en Belgique, c'est le cas. En France, c'est sans doute plus, comment dire, plus formalisé. Voilà. Donc, c'est ce que nous dit ici Éric Thiers dans le monde actuel. On est dans une sorte d'égo-démocratie où chacun veut finalement que ses idées l'emportent ou ne pas appliquer les lois qui lui sont défavorables ou qu'il ne pense pas justes. Hein, et on peut évidemment faire un lien avec ce qui s'est passé durant le Covid où le pouvoir politique édictait des règles, mais elles étaient fortement contestées. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'elles étaient contestables. Mais c'est justement ça l'objet, c'est qu'aujourd'hui, on n'hésite pas à contester certaines règles, même si elles sont parfois légales, hein. Bon, là, il y avait, comment dire, les pouvoirs spéciaux et des mesures d'urgence qui avaient été prises, donc où le côté démocratique était parfois un peu effacé. Mais dans plein de cas, il y a des règles et les gens disent, oui, mais moi, je ne vais pas respecter ça. Et donc, je trouve que comment dire, ce, ce terme d'égo-démocratie est intéressant. Maintenant, voilà, je trouve qu'il n'est pas très étayé par des faits et il manque tout l'aspect empirique pour nous dire, ok, on est vraiment sur un concept intéressant. Mais ici, il y a une note infrapaginale, peut-être que ça renvoie.
Voilà, ici il y a un article qu'il faudra aller voir peut-être. Il y a toujours des logiques collectives dans le comportement électoral. L'ego démocrate tend à s'y soustraire. Et oui, parce que la politique, c'est du vivre ensemble, c'est du collectif en fait. Il voit le monde à sa propre mesure, mais lui reste en réalité imperméable. Anomique, alors là on fait référence à Durkheim, vous savez que l'anomie c'est un décalage entre les règles et les buts d'une société. Et donc c'est au sein de ce décalage que naît l'anomie, c'est quand les individus ne comprennent plus le sens des règles et ne voient plus pourquoi il faut respecter les règles. Donc c'est très juste, hein, parce que je pense aussi qu'on est dans une société pleinement anomique. Comment faire quand les règles, nous dit Poppy, semblent dévoyées comme les conseils de défense pour une crise sanitaire? Oui, c'est sûr. C'est sûr que dans un contexte de crise, c'est un peu plus, comment dire, c'est un peu plus compliqué d'analyser. Mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, quand on est dans le quotidien, bon là on est revenu quand même à quelque chose de plus quotidien, en tout cas pour nos vies à nous, même s'il y a toujours la crise par rapport à la crise ukrainienne. Ou avant la crise sanitaire, il y a quand même des règles qui sont éditées et que bah, personne ne respecte, tout le monde s'assied dessus. La loi, on s'en fout, quoi, quelque part. Et moi, je trouve que la désobéissance est partout. Alors après, c'est pas un jugement de valeur que je fais ici, mais c'est par rapport à cet article. Je trouve que c'est assez juste. Toi, tu trouves que c'est pas juste, hein, cette analyse de dire que on est dans une sorte de d'égo-démocratie où finalement chacun fait sa propre synthèse. Alors tu vas me dire c'est très sain démocratiquement, oui peut-être, mais ce que nous dit l'auteur, c'est que il n'y a plus d'identité de classe ou d'identité commune qui fait que finalement on va être ensemble. Euh, Et ça pose problème quand tu fais de la politique, puisque la politique, c'est justement construire un vivre ensemble. Or, si chacun veut rester un atome, ça va être difficile de faire de la matière collective, quoi. C'est un petit peu ça l'objet de l'article. Anomique, souvent hyper connecté, on n'insistera jamais assez sur le rôle de la technique dans cette évolution anthropologique. Mais je crois, enfin moi je suis marxien, je vais dire ça comme ça, euh, sur les deux premières révolutions, alors je ne sais pas si vous étiez là au départ, sur les deux premières révolutions, il y a la révolution, bien sûr, la révolution industrielle et puis la révolution nationale. Hein, ça, c'est le modèle de Lipset et Roccan. En fait, on va avoir la construction des clivages traditionnels qui traversent nos sociétés. Mais en tant que lecteur de Marx, j'ai envie de dire que mais il y a des évolutions technologiques, la révolution industrielle très certainement, mais la révolution nationale aussi. Et donc, en fait, au début de chaque révolution, il y a quand même une évolution technologique. En tout cas, moi, c'est mon sentiment profond, quoi. Comment faire quand les... Donc ça, c'est ce qu'on avait lu précédemment. Je suis assez d'accord avec toi, aussi bien du côté des dirigeants que des citoyens. Oui, 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 hein, tu as raison, hein. Des dirigeants aussi. C'est incroyable. Alors, en Belgique en tout cas, c'est incroyable le nombre de dirigeants politiques qui finalement, il y a une décision qui est prise au niveau du Conseil des ministres, ils sortent et hop, directement sur Twitter, ils tirent des missiles sur la décision qu'ils viennent de prendre puisqu'ils ont participé. Parce que chez nous, ils font partie de la coalition. Et donc, les politiques eux-mêmes s'assiedent sur les lois, mais ce qui est encore plus dangereux finalement que les citoyens, parce que il y a cette déconstruction par le haut aussi. Moi, je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment très, très intéressant ce que tu dis, et en effet, quoi. Exactement. Non, non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais c'est ce qui est dit dans l'article d'ailleurs. Et ce matin, quand j'ai lu l'article, j'ai pensé à cette idée-là. Donc, tu vois, on se rejoint par rapport à l'analyse. Il ne néglige pas forcément l'engagement collectif. Il s'émeut, il se mobilise, il like, nouvelle manière de voter, ou il bloque et ne parle qu'à ceux qui lui ressemblent, et pour finir, il soliloque. Mais j'ai envie de dire, parfois tu te poses même la question à ta propre échelle, hein. Sur YouTube, il y a des gens qui arrivent et ils veulent tellement,
comment dire, imposer leur vision sans tenir compte de mon travail à moi, qui est une proposition théorique qui se base sur certains travaux, que instantanément, bah, tu es obligé de les bloquer, quoi, de les éjecter de la chaîne, parce que voilà, ils te trollent le truc. Et donc, même quand tu veux pas soliloquer, ben, finalement, tu en arrives à soliloquer. Moi, sur Twitch, j'ai encore banni personne. Donc, donc ça, c'est le côté positif. Je me suis dit, ah, sur Twitch, je suis quand même beaucoup moins égo-démocrate, pour reprendre les termes qui sont ici. Mais voilà, hein, c'est vraiment, quand j'ai lu cet article, j'ai eu aussi l'image de Trump, qui n'a pas forcément une ligne politique et qui va bah, réagir comme ça, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, sans aucune cohérence, comme ça, vraiment. J'ai trouvé que ce concept d'égo-démocratie allait très très bien à Donald Trump. Mais il n'est pas le seul, hein. Nous, on a aussi certains hommes ou femmes politiques chez nous qui le font très bien. Or, l'émergence de l'égo-démocrate va à l'encontre de ce processus de collectivisation de la politique qui est à l'œuvre à travers l'activation des clivages. Car qu'est-ce que la politique? C'est une opération qui consiste à construire de l'unité à partir du pluriel. C'est bien dit, hein. Il y a la qualité de cet article, c'est sa qualité littéraire. C'est très, très gai à lire. Parfois, il y a des articles, c'est de vraies purges à lire, très intéressants sur le fond et la méthodologie. Et vraiment, vraiment repoussoir sur la forme. Ici, j'ai envie de dire, c'est un peu l'inverse. Même s'il y a des choses sur le fond qui sont intéressantes. Mais après, on reviendra sur la critique de l'article. Parce que j'ai vraiment envie d'en faire une, même si, voilà, je ne suis pas bien placé pour critiquer un article, vu que j'ai personnellement jamais fait d'article scientifique. Je trouve ça un peu mesquin. La pulvérisation contemporaine fait directement barrage à cette opération parce qu'elle s'attaque aux instruments mêmes qui la rendaient possible. C'est ce qu'on disait, hein, dans le chat. On peut aller plus loin en se demandant si notre société est encore capable de construire autre chose que des clivages éphémères à l'heure des petites phrases, des clashs et autres punchlines. Tout devient politique et finalement plus rien ne l'est. Et ça, j'ai trouvé ça très juste aussi comme lecture, où par exemple, il va se passer un épi-événement, vraiment quelque chose de très anodin, et directement, ça va être repris par les politiques qui vont tweeter, ça va être repris sur les matinales à la radio, dans les médias. Et donc finalement, on va faire tourner cette chose qui était totalement anodine, un non-événement qui devient un événement politique. Je retrouve vraiment cette impression-là que j'ai parfois quand je regarde les médias. Il ne demeure alors, ou Twitter, il ne demeure alors qu'un précipité saumâtre, la polémique et l'exacerbation bête des passions. Or, aujourd'hui, quand se produit une forme de coagulation politique, j'aime bien hein, vraiment le côté littéraire, ces métaphores qui sont prises par l'auteur, tel le mouvement des Gilets jaunes en 2018, le fruit en est un agrégat désordonné de revendications qui ne semble avoir d'autre cohérence qu'un sentiment confus d'abandon et un rejet des élites. Cette masse informe ne réussit pas à se traduire par une organisation politique capable de construire un programme d'action. Et c'est très juste aussi, je trouve, puisque les Gilets jaunes n'ont débouché sur rien politiquement, en tout cas sur aucune structure politique, alors que c'était quand même un mouvement social d'une certaine ampleur. On peut aussi faire un lien avec bah, les mouvements anti-pass ou les mouvements contre les mesures sanitaires en général, qui finalement amalgamaient bah, des gens de gauche, des gens de droite, des complotistes, simplement des mères de famille ou des pères de famille. Et ils avaient tous finalement une lecture et des visions totalement différentes. Et donc c'est vraiment par ces éléments que l'auteur nous dit ben, on est face à une pulvérisation démocratique, puisqu'il n'y a aucune conscience collective, même dans ces luttes-là. Alors que par exemple d'autres mouvements, ben, comme les mouvements sociaux plus classiques, comme peut-être même les luttes, enfin les grèves des étudiants pour le climat, ou la polémique, comment dire, la manif pour tous, là, il y avait sans doute un fondement sur des clivages qui existaient déjà. Mais c'est vrai que les nouveaux mouvements sociaux, ils sont sans grand clivage, quoi, à part ce clivage vague, en effet, de peuple contre élite.
Nous émettrons l'hypothèse que la pulvérisation démocratique a conduit à une telle débâcle des clivages que, dans la structuration de la vie politique, subsistent à titre principal des facteurs personnels. Le recours à la séduction, la communication massive et tout azimut, le rapport direct au peuple, la simplification des enjeux sont la conséquence de cette révolution anthropologique. Qu'on la déplore ou non, cette personnalisation est installée et durablement. Bon, c'est intéressant parce que aussi quand tu vois l'évolution des partis politiques, le mouvement En Marche, c'est quand même Emmanuel Macron et ses copains, quoi. C'est Emmanuel Macron qui est le centre de En Marche. Quel est le véritable programme politique si ce n'est faire du libéralisme avec Emmanuel Macron? Et quand tu vois aussi la mue de Marine Le Pen, ici, qui va venir justement sur beaucoup d'aspects personnels, devient beaucoup moins clivante, n'est plus sur des clivages totalement nationalistes, va un petit peu chercher des mesures à gauche ou des mesures sociales, je ne vais pas dire que c'est des mesures de gauche, mais des mesures sociales, qui restent parfois sur des thèmes de pure extrême droite. Voilà, c'est questionnant. Parce que finalement, tu as vraiment une explosion, je trouve il a raison sur le constat, une explosion des clivages pour une atomisation finalement des électeurs, mais aussi du personnel politique. Est-ce que l'article parle de la place prépondérante des acteurs que sont les entreprises, Twitter, Facebook, dans les décisions qui transforment la société? Tout à fait, hein, il en parle pas de manière profonde et totalement développée, mais il le dit, hein, voilà que c'est vraiment le monde numérique actuel, le microcosme numérique, ou non, pardon, l'environnement numérique, avec Twitter, avec Facebook, avec tout ça, qui fait qu'on en arrive à cette pulvérisation. Mais après, il ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas son objet. Les clivages traditionnels, décrits par Lipset et Rokkan, qui est vraiment la grosse théorie de base des clivages. Hein, si tu es arrivé en cours de stream, en fait, au début du stream, j'expliquais cette théorie des clivages de Lipset et Rokkan. Travaille encore le corps social, ne serait-ce que dans la rhétorique des acteurs qui pèse aussi sur la réalité. Même si ce poids est de plus en plus faible. Et en effet, tout à l'heure, voilà, dans ce meeting, Zemmour a parlé plusieurs fois de la droite et tout ça. D'ailleurs, on en reparlera jeudi, hein, parce que c'est quand même hallucinant, son discours. Il est hallucinant à plusieurs points de vue, à plus d'un titre. Mais il a quand même mobilisé ce clivage gauche-droite. Donc il y a toujours ces clivages qui sont là, mais comme le dit l'auteur, ils sont de moins en moins effectifs quelque part. Mais échéance après échéance, le fossé semble se creuser entre des acteurs politiques à la recherche d'une martingale, hein, donc d'une recette pour convaincre et agir, et des égo-démocrates mus par des désirs inassouvis. Entre impuissance et frustration, la pulvérisation démocratique risque de faire des dégâts. La première victime en est le clivage, désormais éparpillé, façon puzzle. Bon, voilà. Alors, je dois dire que bon, c'est quand même moi qui choisis les articles, mais c'est pas forcément un bon choix, quoi. C'est pas forcément un bon choix parce que je trouve que c'est pas un bon exemple de ce qu'est la science politique. Pour moi, c'est pas vraiment un article de science politique. Alors, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Je sais pas si tu es encore là, Jean Secret. Toi qui as un M2 en sciences politiques. Mais pour moi, c'est pas un vrai article parce qu'il manque tout l'aspect empirique. On est plus sur un essai, voire à certains égards un pamphlet, ou de la philosophie politique, mais pas vraiment de la science politique parce qu'il y a vraiment très très peu d'empirie. Maintenant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a quand même des qualités dans cet article. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté littéraire, mais c'est un peu le problème, hein, quand tu fais trop de littérature dans ton article, finalement, tu as tendance à chercher parfois la belle formule au détriment du fond, je pense. Hein, il y avait tout un travail de Bourdieu, justement, par rapport à la forme et le fond, pour éviter toute séduction de la forme sur le fond. Et donc, c'est pour rester le fond. Donc, moi, je préfère en effet un article bien chiant, mais où tout est carré derrière. Tandis qu'ici, voilà, il y a très peu d'éléments de bibliographie aussi qui permettent vraiment de vérifier. Bon, ils sont là.
mais c'est quand même assez léger à ce niveau-là aussi. Donc moi, je le classerais plutôt dans philosophie politique, dans essai de philosophie politique, plutôt que dans voilà, recherche de sciences sociales ou article présentant une recherche de sciences politiques. Maintenant, il y a des choses aussi qui sont intéressantes, il y a des choses qui sont relativement justes, hein, on les a dites d'ailleurs ensemble dans le chat. Ça, c'est une chose. Je trouve ça toujours intéressant de revenir sur la théorie de Lipset et Roccan, qui est quand même la base quand on veut aborder le clivage. Moi, je pense que ça reste toujours d'actualité, les clivages. Alors, ça dépend lesquels on prend. Et puis, ce qui est aussi peut-être intéressant, ben, c'est toutes les ouvertures que ça fait, hein, voilà, même si je trouve que les concepts d'égo-démocratie, c'est quand même des choses un peu faciles. Est-ce qu'elles font consensus dans le champ scientifique? Il faudra les vérifier, quoi. Et puis, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de normatif dans cet article, hein. Il y a quand même du jugement de valeur sur la politique actuelle. Et personnellement, je préfère une science sociale totalement aseptisée, quoi. Enfin, totalement, c'est jamais possible à 100%, mais on est tellement parfois critiqué de l'extérieur sur les sciences sociales et parfois même de l'intérieur sur la crédibilité des sciences sociales que voilà, c'est ce genre d'article qui donne de l'eau au moulin pour dire, bah oui, vous voyez, c'est plutôt du débat d'opinion les sciences sociales que réellement une approche scientifique des phénomènes sociaux. Voilà, mais c'est qu'un avis évidemment. Alors, tu nous dis, est-ce que l'article parle de la place proprement? Non, ça on en a parlé. En tous les cas, c'est vrai que c'est agréable à lire. Oui, et puis toutes ces formules sont très percutantes, hein. Après, voilà, moi je ne le garderai pas pour une recherche de sciences sociales, mais personnellement pour mes opinions, pour, comment dire, faire évoluer mes opinions et nourrir un petit peu ma réflexion politique, c'est intéressant. C'est intéressant, voilà. C'est pour ça que moi je le classe vraiment dans la philosophie politique.